Bonjour à tous, nous sommes à la veille de l'examen du budget rectificatif. À cette occasion, le président du Conseil national nous reçoit pour un entretien et pour évoquer quelques sujets d'actualité. Christophe Stener, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accorder cet entretien. Mais c'est un plaisir de vous accueillir ici, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Pour cette première partie, si vous le voulez bien, nous allons nous consacrer exclusivement au budget rectificatif. Un budget toujours à l'équilibre, n'est-ce pas? En effet, le budget est à l'équilibre, comme depuis de nombreuses années. Comme vous le savez, le budget rectificatif est avant tout un texte de loi qui nous permet de vérifier les engagements pris par le gouvernement lors du budget primitif. Donc nous étudions le budget en vérifiant bien le rapport du budget primitif qui avait été examiné lors du mois de décembre 2015 et nous voyons si les engagements qui ont été proposés par le gouvernement à la demande du Conseil national sont tenus ou pas. Alors en cette rentrée, quel est l'état d'esprit du Conseil national à la veille de ces débats? Je pense qu'il est serein, je parle pour une partie du Conseil national bien sûr. Chacun semble très impliqué dans le sujet, chacun a ses thèmes de prédilection et qui seront évoqués pendant ces débats. Je pense que ça ira du sport à les parkings, les avancées, la priorité nationale. Nous en parlerons plus en détail dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, effectivement. Quels sont les principaux enjeux finalement de ce budget rectificatif? Les enjeux du budget rectificatif, c'est... On ne peut pas parler d'enjeu, c'est à chaque fois quelque chose de... Pourquoi ? Comment dire? Parce que c'est variant. Je veux dire, à chaque fois, c'est un menu différent, si je peux me permettre ce terme de restauration. C'est-à-dire que vous avez des plats qui vous sont proposés et vous devez arbitrer sur la composition des plats qui contribuent, si vous voulez, au menu principal de l'économie monégasque. Est-ce que finalement, on peut le comparer à celui de l'an dernier? Dans quels termes? Dans tous les termes. Dans tous les termes. Disons que c'est un budget qui est beaucoup plus apaisé que celui de l'année dernière. Je fais une rectification par rapport je prends une précision par rapport au budget rectificatif de l'année dernière. Je pense que cet apaisement découle principalement de la nouvelle méthode de travail dont je vous avais déjà parlé, qu'on a mis en place avec le gouvernement et qui semble porter ses fruits. Et là aussi, nous en parlerons plus en détail dans la deuxième partie. Monsieur le Président, si vous le voulez bien, nous allons nous interrompre quelques instants pour descendre de quelques étages et regagner le grand hémicycle où nous attend Marc Burini pour parler plus en détail de ce budget rectificatif, ainsi que plusieurs présidents de commission qui s'exprimeront. Et nous nous retrouvons pour la suite et la fin de cette interview. Nous avons donc rejoint le grand hémicycle. À mes côtés, Marc Burini, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes donc le rapporteur du projet de loi concernant la fixation du budget rectificatif de l'État. Tout simplement, dans quel état d'esprit le Conseil national est-il à la veille de ces débats? C'est serein et au travail, laborieux. Je vous rappelle qu'on reçoit ce budget, ce document rectificatif en juillet. La Commission prépare plus d'une centaine de questions qu'elle renvoie au gouvernement. Dès le 1er septembre de cette année, nous nous sommes réunis plus de 20 heures en séance privée avec le gouvernement pour débattre de ces questions. Donc vous savez qu'il y a un travail en amont des séances publiques qui est fait, donc le budget est préparé. Ce qui est important dans un budget rectificatif, vous savez que le primitif, en fait, c'est une hypothèse, hein, c'est un budget prévisionnel. Donc le budget rectificatif est toujours l'occasion de voir un peu sur les 9 premiers mois de l'année quelles ont été les actions de la puissance publique, si le suivi des engagements du gouvernement qui sont donnés au budget primitif, c'est-à-dire 9 mois avant, c'est-à-dire en décembre de l'année d'avant. Et on essaye aussi de poser les jalons du budget primitif 2017. Voilà l'état d'esprit. Alors, quelles sont les grandes tendances de ce budget rectificatif? Alors, ce budget rectificatif présente des recettes d'1 219 milliard d'euros. Donc, on a une augmentation de 6,6% par rapport au primitif. En fait, dans ces recettes, on a une augmentation de 21 millions d'euros, droits de douane, droits de mutation à hauteur de 16%. La TVA, en revanche, est assez stable. Elle est à 585 millions d'euros contre 580 au primitif. En fait, il y a un ajustement assez technique qui apparaît dans ce rectificatif puisque le gouvernement a décidé de faire racheter
par le fonds de réserve certaines ambassades qui avaient été achetées au budget de l'État. Donc c'est un peu technique, mais on ne peut pas considérer que ce soit une recette réelle, c'est une écriture. Au niveau des dépenses, en gros, on est assez stable. On a, au niveau des dépenses d'intervention, on a 1,205 milliard d'euros de dépenses en tout, ce qui porte le budget rectificatif avec un excédent de 14 millions d'euros contre 6 millions d'euros au primitif. Voilà les grandes tendances. Marc Burini, vous dites que ce budget rectificatif est technique. Pourquoi ? Moi, je suis assez content qu'il soit technique parce qu'un budget rectificatif, ça doit rester assez technique en fait. Parce que les grandes tendances du budget primitif définissent la politique annuelle de l'État. Vous savez qu'on nous présente un plan gouvernemental d'action au niveau du primitif, on nous présente le programme triennal des grands travaux. Donc, ce qui est important dans un rectificatif, c'est au vu de ce qui s'est passé, disons, par rapport à l'hypothèse de départ dont je parlais, vu de ce qui est passé au niveau des recettes, hein, de ce qu'on a constaté, on fait des ajustements, on actualise en fait. Il peut arriver aussi qu'on ait des dépenses à mettre en plus, hein, mais cette année, il n'y a pas de grande surprise, je veux dire, au niveau d'événements exceptionnels qui auraient eu lieu pendant ces 9 premiers mois, sauf le rachat des 31 millions dont j'ai parlé avant. Pour terminer, peut-on faire un point sur le dossier budgétaire des grands travaux en principauté ? Alors, je n'en ai pas parlé avant, mais effectivement, au budget, c'est une dépense de 423 millions d'euros, à laquelle il faut ajouter 56 millions d'euros de report de crédit. C'est en fait des budgets qui ont été votés précédemment, qui n'ont pas été utilisés, donc que l'État peut utiliser. Donc, en tout, on a 483 millions d'euros au niveau de la section grands travaux qui comprend pas mal de choses. Donc on est presque au demi-milliard d'euros, ce qui est énorme. Donc je pense que là aussi on parlait du suivi du rectificatif et des jalons à poser. Je pense que dès le rectificatif en novembre l'année dernière au moment du rapport, on avait déjà demandé à ce qu'il y ait une commission intermédiaire des grands travaux en commission plénière d'études avec le gouvernement. Parce qu'à un moment donné, il est temps de faire une petite pause, de réfléchir, Conseil national et gouvernement, pour savoir si tout est possible, tout est faisable, eu égard aux contraintes de l'environnement, budgétaires, etc., de se poser 30 secondes. Et ça sera ce que j'ai demandé, je veux dire, au niveau de la commission plénière d'études sur les grands travaux, la prochaine qui préparera le budget primitif, parce que peut-être qu'il est temps aussi de faire des arbitrages, voir ce qui est du domaine du réel, du possible, etc. Ça me semble très important. Les résidents se rendent compte qu'il y a pas mal de travaux à Monaco depuis que vous êtes plus jeune que moi, mais moi, je veux dire, ça fait 50 ans de travaux à Monaco et ça continue. Donc, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul et réfléchir un peu sur un plan, je dirais, quinquennal ou décennal de ce qui seront les grands travaux de la principauté à terme. Nathalie Amorati-Blanc, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes en charge de la commission des droits de la femme et de la famille. Nous allons évoquer ensemble le pacte de vie commune. Peut-on expliquer ? Tout d'abord, il ne s'agit plus du pacte de vie commune, mais du contrat de vie commune. Donc, nous avons donné un nouveau nom à ce texte sous ma présidence il y a peu de temps. Donc, si je comprends bien, pour que les téléspectateurs comprennent mieux également, ce texte permet d'encadrer et de matérialiser juridiquement un lien social déjà existant qui n'est autre que le concubinage ? Alors, effectivement, si vous voulez, je veux dire, on peut faire un raccourci bref, et effectivement, ça s'apparente au concubinage. Je tiens à rappeler que ce texte est une proposition de loi, je veux dire, qui a été déposée, je veux dire, par la minorité issue des urnes,
Le rapporteur a été nommé, il s'agit de Jean-Louis Grinda, et cela démontre, je veux dire, combien, nous pouvons nous entendre pour le bien des Monégasques avec tous les élus, je veux dire, qui ont été élus en 2013. Une fois que ce texte aura été étudié et puis voté, il appartiendra donc au gouvernement de se prononcer en faveur ou non de ce contrat de vie commune. Le travail de ce texte a déjà débuté. Et en fait, il ne faut pas faire trop d'analogies avec le pays voisin, je veux dire, concernant l'étude de ce texte. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de polémiques, je veux dire, lors des commissions. Je rappelle que pour la première fois, je veux dire, le rapporteur de ce texte, qui est donc qui a été déposé, je veux dire, par la minorité issue des urnes, sera Jean-Louis Grinda, avec lequel je m'entends très bien pour travailler justement sur l'étude de ce texte. Preuve que nous pouvons nous entendre avec tous les élus, je veux dire, qui ont été élus par les Monégasques. Vous étiez récemment en déplacement au siège des Nations Unies à New York. Comment se sont passés ces différents échanges? Alors, ça a été un moment, je veux dire, extrêmement privilégié. Je veux dire, en tant que parlementaire monégasque, de pouvoir assister à la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Tout d'abord, j'ai pu assister, je veux dire, à la réunion plénière le lundi dès mon arrivée, qui était consacrée, je veux dire, à une réunion de haut niveau sur la gestion de la crise des réfugiés et des migrants. Et donc, il y a eu des déclarations et des interventions extrêmement fortes de la part du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a rappelé, je veux dire, aux dirigeants de tous les pays leurs engagements, je veux dire, pour aider les migrants, je dirais les réfugiés, je veux dire, alors qu'ils traversent tout leur pays, je veux dire, quand ils viennent en Europe, et aussi deux déclarations. Une d'un jeune réfugié syrien, je veux dire, qui est venu en Europe et qui réside actuellement aux Pays-Bas. Et surtout, je veux dire, ce qui me touche encore plus en tant que femme et présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, la jeune Nadia Mourad, qui a été élue par l'ONU ambassadrice de bonne volonté et qui est une jeune fille exceptionnelle, je veux dire, qui a vécu le massacre de quasiment toute sa famille et de toute son ethnie, les Yézidis, et qui est venue raconter, je veux dire, son calvaire, je veux dire, et ses années d'enlèvement et de torture, je veux dire, donc par des groupes terroristes. Voilà. Donc ça a été des moments très forts, je veux dire, de pouvoir assister à tout cela. Et en marge, en fait, de toutes les déclarations de tous les chefs d'État, je veux dire, qui est toujours exceptionnel, je veux dire, à laquelle il est toujours exceptionnel de pouvoir assister, je me suis rendue, je veux dire, à plusieurs réunions, je veux dire, donc sur les WIP, les Women in Parliament, donc qui étaient sur justement le coût économique des violences faites aux femmes. Ensuite, je dirais à plusieurs réunions en fait, de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, dont j'étais la chef de délégation à l'ONU, et où nous avons eu, je veux dire, l'extrême honneur de pouvoir rencontrer le secrétaire général, Ban Ki-moon. Donc effectivement, ça a été un moment très fort et je pense qu'il est très important que les parlementaires monégasques soient visibles quand ils voyagent à l'étranger, a fortiori, je veux dire, au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Et très souvent, je veux dire, lors des voyages que je fais, je veux dire, avec le Conseil national, avec mon collègue Alain Ficini, je veux dire, nous efforçons, je veux dire, de rappeler, je veux dire, le rôle de Monaco, je veux dire, et d'expliquer la démocratie, je veux dire, monégasque, l'institution, je veux dire, qui est unique au monde, je veux dire, parce que nous avons, je veux dire, un prince qui est notre chef d'État, je dirais, et je crois que beaucoup de gens, je dirais, ont besoin, je veux dire, qu'on leur rappelle tous ces éléments. Dernière question, Nathalia Moati-Blanc. Vous souhaitez parler plus en détail du dossier garde alternée?
Alors, c'est un texte qui est à l'étude aussi récemment, parallèlement à celui du contrat de vie commune, et qui occupe beaucoup de nos commissions actuellement. Et c'est un texte qui a été déposé en 2012 par la majorité de 2008. Et nous en sommes aux prémices et nos commissions du droit de la femme et de la famille seront bien évidemment consacrées, je dirais, à cette étude de ce texte qui doit formaliser en fait la résidence alternée, je dirais, dans notre droit de la famille monégasque. Thierry Poirier, bonjour. Bonjour. En tant que président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, vous souhaitez très prochainement présenter 2 textes. Le premier concerne l'art dentaire. Que prévoit-il? Alors, peut-être avant de commencer à répondre à votre question, je voudrais quand même préciser une chose. La Commission, effectivement, travaille fortement pour présenter ces 2 textes. On est dans une logique où on essaie de trouver plus de solutions que de problèmes que posent les textes. Et donc, on est vraiment de manière très active pour arriver à proposer ces 2 textes. Alors pour autant, effectivement, le débat a lieu en commission et c'est vrai que le débat se fait surtout pour tout ce qui peut aider à progresser, à avancer dans l'étude des textes et vraiment se focaliser sur le résultat. Le résultat est important. On a une législature importante en termes de nombre de textes en CISAD. Il faut vraiment qu'on arrive au bout et c'est à ce titre-là qu'on fait l'effort pour amener 2 textes. Alors effectivement, le premier texte concerne l'art dentaire. L'art dentaire, c'est en fait créer un ordre, l'ordre des dentistes, l'équivalent de ce que l'on a au niveau de l'ordre des médecins. Aujourd'hui, les dentistes dépendent de l'ordre des médecins et là, c'est créer un ordre spécifique et donc qui va régir l'ensemble de la profession avec tout ce que cela intègre, que ce soit tout ce qui est lié au diplôme, à l'installation, aux règles de vie, de la corporation en tant que telle, avec tout ce qui est vraiment lié à la fonction discipline, enfin ce qu'on va retrouver dans un ordre traditionnel. Alors c'est un point important, d'une part parce que ça manque depuis longtemps aux dentistes, au premier banc, et puis deuxièmement, c'est vrai que ça amène aussi et ça caractérise la priorité qui est donnée aux Monégasques pour exercer l'ordre au niveau des dentistes. Et ça c'est un point qui est aussi important pour le Conseil national, vous le savez. J'en viens donc au deuxième projet de loi qui concerne, quant à lui, le second volet concernant la loi sur le handicap. En quoi consiste-t-il? Alors, rappelez-vous, quand on avait voté la toute première loi, il y avait une partie sur tout ce qui était cadre bâti, tout ce qui est ce qu'on appelle en termes techniques l'accessibilité. Et la Commission avait trouvé que cette partie-là n'était pas vraiment aboutie. Et pour gagner du temps, on avait décidé de supprimer cette partie du vote de la loi. On avait voté toute la partie sociale, j'ai envie de dire, et pas cette partie accessibilité. Le gouvernement s'était engagé à nous proposer un texte dans l'année qui suivait. Le gouvernement a tenu sa promesse, le gouvernement a avancé sur cette partie-là. Et donc, c'est cette deuxième partie que l'on voit. On s'adresse vraiment à partie accessibilité, comment on va pouvoir entrer dans un bâtiment, comment on va pouvoir circuler à l'intérieur d'un bâtiment, comment on va pouvoir sortir de ce bâtiment, que ça concerne les bureaux, les logements, les parkings, l'événementiel, toute cette problématique-là. Donc le texte est un texte qui est bien affirmé, qui est bien équilibré, qui amène beaucoup de choses positives par rapport au texte. La partie que l'on va certainement travailler en commission de manière un peu plus approfondie, c'est tout ce qui est lié au service public, puisqu'effectivement, il nous paraît essentiel que le service public soit de nature même accessible, au sens général du terme, sans avoir de dérogation possible, que ce soit dans du neuf ou dans de l'ancien. Le service public doit être traité de manière vraiment exceptionnelle en principauté. Alors on attend effectivement sur ces 2 projets de loi encore des correspondances du gouvernement. On a hâte de retrouver leurs différentes réponses qui vont nous permettre de travailler pour affiner ces documents, les documents finaux qui seront présentés en séance publique la session d'automne qui arrive. Thierry Poirier, vous venez également d'ouvrir des discussions autour de la réforme de la médecine du travail. Oui. Alors là aussi, projet de loi déposé par le gouvernement il n'y a pas longtemps, projet de loi très attendu. Je ne pense pas honnêtement que la Commission pourra présenter ce texte au vote de la session d'automne. Pour autant, on essaie d'utiliser les petits moments au milieu entre 2 travaux, entre les correspondances, pour mettre ce texte à l'étude. C'est ce que l'on a déjà fait. On va commencer les consultations dans les prochaines semaines. Là aussi, l'objectif, si ce n'est pas pour la session d'automne, ça sera en tout cas pour la session de printemps et pouvoir voter aussi ce texte. Alors, on parle de réforme. Qu'en est-il du statut des fonctionnaires? Alors, concernant le statut des fonctionnaires, c'est un sujet, pour ma part, que l'on va vraiment adresser l'année prochaine, en 2017, dont j'aimerais bien qu'on puisse avancer sur le vote, en tout cas à la session de printemps 2017.
Aujourd'hui, le texte, vous le connaissez, il n'a pas beaucoup changé. La discussion avec le gouvernement s'est faite. On n'arrive pas à trouver un accord par rapport à l'intégration des règles de tout ce qui est agent de l'État dans la loi. On ne va pas rentrer ici dans les détails. Moi, par contre, ce qui est important pour moi et dans les prochaines semaines, c'est effectivement aller convaincre la Commission, puisque ce n'est pas une décision de Thierry Poirier, mais c'est une décision de la Commission, qui était contre le fait de pouvoir séparer ces textes. Il m'appartient maintenant, en tant que président de la Commission, de venir convaincre mes collègues de l'intérêt de voter le texte en le limitant aux fonctionnaires, sans toucher la partie des agents de l'État que l'État ne veut pas intégrer, et en espérant peut-être qu'un jour l'État entendra notre demande et déproposera un nouveau projet de loi concernant les agents de l'État cette fois. Votre commission se penche actuellement sur un texte réglementant le travail de nuit, un texte qui émane du parti Renaissance. En quoi consiste-t-il? Alors, effectivement, cette fois c'est une proposition de loi déposée par Renaissance. On est dans ce souci, depuis l'arrivée de Christophe Steiner au poste de président du Conseil national, effectivement d'écouter tout le monde et d'écouter toutes les tendances qui s'expriment là en commission. Éric Héléna a participé à plusieurs commissions, on connaissait effectivement sa proposition de loi et on l'a étudiée, on a fait en tout cas une première commission dessus, on va continuer ce travail. L'idée l'objectif même de cette proposition de loi, c'est d'arriver à valoriser cette pénibilité entraînée par le travail de nuit et pour arriver à la compenser. Alors là aussi, c'est une proposition de loi pour commencer, donc ça veut dire qu'après le gouvernement aura bien sûr l'occasion de l'enrichir, nous aussi en commission, et c'est le travail qui va se faire dans les prochaines semaines pour que là aussi, et j'espère qu'à la session de printemps, on puisse avoir aussi ce nouveau texte qui puisse être voté. Thierry Poirier, merci. Merci à vous. Découvrez à présent les expressions libres. Pour la première fois depuis le début de la mandature, nous allons aborder ces séances budgétaires dans une ambiance apaisée. Contrairement aux années précédentes, l'été n'a pas été une période de déclarations fracassantes et de postures dans la presse. Cette stratégie était inefficace, artificielle, juste pour faire croire qu'on existait et en séance publique, tout se dégonflait. On le sait, la cohérence, la ténacité, le courage politique n'ont jamais été les points forts de l'ancien président du Conseil. Cette époque est révolue. Une majorité d'élus a choisi le 27 avril d'utiliser les dispositions prévues par la Constitution et de changer de président. Aujourd'hui, cette majorité est encore plus forte, en nombre et en conviction. Elle travaille dans le respect des élus qui la composent librement. Elle ne ressent même pas le besoin de se structurer en groupe ou parti politique pour être unie. De fait, la méthode Steiner, c'est ça. Pas de posture bravache, pas de menaces, pas de une de journaux, mais beaucoup de travail auquel les élus sont associés et beaucoup d'échanges avec le gouvernement pour arriver à modifier, lorsque c'est nécessaire, des textes ou des idées qui nous sont soumis. Bien sûr, c'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus efficace. Et c'est ça que les Monégasques demandent à leurs élus. Les séances publiques de juin et de juillet l'ont montré. Les lois sécurité et télétravail ont été votées, après des débats durs mais riches avec le gouvernement. Quant au dossier de l'extension en mer, celui dont l'ancien président avait dit qu'il le voterait quand il voudrait, celui qui lui a valu un rappel à l'ordre très dur du souverain, celui sur lequel il a fait perdre 1 an au projet sans obtenir quoi que ce soit pour les Monégasques, nous avons trouvé une bonne solution. L'accord du gouvernement sur la réfection profonde du Larvoto, plage, parking, esplanade, en cohérence architecturale avec l'extension en mer, est un vrai succès. Aujourd'hui, la question n'est pas véritablement sur le budget rectificatif. Il est bon, en ligne avec le primitif voté en décembre dernier. A priori, le prochain primitif sera de la même veine. Réjouissons-nous d'être les seuls élus européens à voter encore des budgets bénéficiaires. Mais au-delà du budget, ce qui est important, c'est que sur tous les gros dossiers, comme la possible délocalisation de l'usine d'incinération, comme la très difficile négociation avec l'Union européenne, comme la conception du nouveau quartier Ida-Plati, comme le possible report des travaux de l'inutile parking des Spélugues, sur tous ces dossiers, nos demandes sont enfin étudiées. Ça ne veut pas dire qu'on nous donnera toujours raison, ça ne veut pas dire qu'il y aurait cogestion, ça veut dire qu'il y a enfin échange et dialogue pour aboutir à des choix auxquels les élus ont été associés. Voilà le fruit principal du vote du 27 avril.
Chers compatriotes, le groupe Horizon Monaco est en marche. Premier groupe opérationnel avec ses 2 assistants d'élus. Nous n'appartenons pas à cet assemblage majoritaire, à ce patchwork d'ambition personnelle qui affaiblit votre assemblée, ballottée entre plusieurs têtes. Nous avons décidé d'aller de l'avant et de défendre le projet sur lequel vous nous avez élus, notamment en vous proposant 2 propositions de loi sociétales. Je donne donc la parole à Claude Boisson et à Christian Barilaro. Bonne séance publique, à bientôt. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire au condamné, à la place de l'emprisonnement, un travail d'intérêt public et général qu'il accomplira au profit d'une institution publique ou privée ou d'une association. Dans certaines conditions, il s'agit d'un petit délit, une peine de courte durée, bien sûr ce n'est pas rémunéré puisque c'est une dette sociale, et sur la base du volontariat, 16 ans minimum, et encadré dans un dispositif de justice. Les tâches sont de toute nature, s'appliquant pour des actions sociales, humanitaires, environnementales, culturelles. Je suis convaincu que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est concerné par une peine de la sorte, eh bien vous préférez qu'il fasse un travail d'intérêt général plutôt qu'il soit coincé entre 4 murs. Chers compatriotes, bonjour. Le groupe Horizon Monaco a le plaisir de vous informer du dépôt d'une proposition de loi sur le don d'organes post-mortem. Cette proposition de loi verra la création d'un registre de consentement sur lequel les individus pourront préciser qu'ils souhaitent donner leurs organes, à la différence de ce qui se passe en France où il existe un registre de refus. Ces dons seront totalement anonymes et gratuits et il est important de préciser que l'Église en principauté ne voit pas d'objection à cette proposition de loi. Je vous remercie. Chers compatriotes, la minorité désignée lors des élections de 2013 réussit plus facilement à faire entendre sa voix depuis les changements nécessaires intervenus en avril. De nombreuses propositions de loi proposées par la majorité que je dirigeais auparavant sont revenues au Conseil sous forme de projet de loi. L'instauration possible d'une garde partagée des enfants après un divorce et le droit international privé qui donnera des gages de sécurité pour les personnes souhaitant s'installer en principauté. Notre proposition sur le contrat de vie commune est en cours d'étude et celle de la sauvegarde de justice a déjà été votée. Nous procédons régulièrement à des interventions auprès du gouvernement pour améliorer la vie de chacun. Le nombre de chantiers, le bruit et les problèmes de circulation en rapport nous touchent tous quotidiennement. La qualité de vie se dégrade et il faut revoir l'enchaînement de ces travaux publics. Nous aurons une réunion sous peu avec le gouvernement pour discuter de la gestion des déchets également. L'usine d'incinération arrive à la fin de son rôle. Nous souhaitons que l'on arrête l'incinération en principauté pour au moins 2 raisons. La pollution à proximité du futur collège Charles III, où 1500 de nos enfants seront scolarisés, est pour nous une aberration. Les engagements de notre souverain, pris lors de la COP 21, concernant en particulier la réduction des gaz à effet de serre, doivent être traduits en actions. Vous le voyez, nous sommes actifs et nous resterons à votre service jusqu'à la fin du mandat que vous nous avez confié. Merci de votre attention. Chers compatriotes, comme vous le savez, Renaissance a toujours été proche des personnes qui travaillent, y compris parfois dans des conditions pénibles. Pour encadrer le travail de nuit en particulier, nous avions déposé dès 2013 une proposition de loi qui malheureusement a été ignorée par l'ancienne présidence. Depuis l'arrivée du nouveau président, en avril dernier, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce texte est enfin à l'étude, avec toute la considération qu'il mérite. Le travail de Renaissance est enfin respecté à sa juste valeur. C'est la preuve que lorsqu'on fait passer l'intérêt général avant les égaux, on peut ensemble s'intéresser aux vrais problèmes des Monégasques. Renaissance vous remercie. Thierry Crovetto, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission de législation. Comment se sont passés ces premiers mois à la tête de la commission? Très bien, grâce à la nouvelle gouvernance et la ligne retenue, et grâce à la qualité du travail des juristes du Conseil national sur lesquels je peux réellement m'appuyer. Je peux ainsi proposer des arbitrages, des orientations sur les différents textes sur lesquels on travaille dans ma commission.
Et vous savez, chaque texte est très important et j'ai une exigence d'efficacité pour que le bilan, sous l'impulsion du président Steiner, le bilan législatif de 2016-2017 soit conforme à nos ambitions. Alors justement, quels sont les textes à l'étude au sein de votre commission? Donc nous avons terminé l'été, on commencé l'été plus exactement avec l'étude en session extraordinaire du texte sur la sécurité nationale. Nous avons tout de suite embrayé sur le texte sur la cybercriminalité, la criminalité technologique. Donc nous avons fait une première lecture du texte, nous allons commencer les consultations des différentes entités concernées. Donc vous avez la CCIN, Monaco Télécom, l'agence monégasque pour la sécurité numérique. Donc nous allons terminer ces consultations et ensuite faire un texte consolidé que nous enverrons au gouvernement. Et en fonction du timing de réponse du gouvernement, nous pouvons voter ce texte d'ici la fin de l'année. Nous avons reçu récemment également un texte sur l'aviation civile. C'est un texte qui remplace un ancien texte qui a été retiré, le 876, qui le complète et qui, qui va moderniser tout ce qui est lié à l'aviation civile, à sa sécurité, à son contrôle. Vous avez également repris l'analyse du texte concernant le droit international privé. Quels sont les enjeux? Oui, tout à fait. Vous savez que Monaco a plus de 120 nationalités. Donc il est très important pour les résidents et pour les monégasques de savoir exactement quel est le droit qui va s'appliquer à leur situation personnelle. Donc c'est un texte qui est un facteur d'attractivité pour Monaco, un texte de sécurité juridique, puisqu'il est important de savoir exactement quel va être le droit applicable à sa situation. Nous avons donc, au préalable, des consultations avaient été effectuées auprès des professionnels de la place, auprès du professeur Audit, qui est un spécialiste reconnu en la matière. Et nous avons repris l'étude du texte suite à ces consultations. Nous sommes en train de finaliser son analyse. Nous allons envoyer au gouvernement un texte consolidé avec les amendements, les explications d'amendements, les questions. Et là encore, nous espérons pouvoir le passer avant la fin de l'année. Et un autre projet de loi dont vous êtes le rapporteur vous tient particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. C'est le projet de loi 946 sur l'activité des multifamily office. C'est une loi qui va créer et encadrer une nouvelle activité. Une activité qui est vraiment dans l'air du temps, puisque c'est une activité qui va permettre d'encadrer une profession pour accompagner de riches résidents. C'était une activité qui est complémentaire à la place financière monégasque, qui va vraiment l'accompagner dans cette mutation, puisqu'on a une mutation de la place financière monégasque qui part vers l'onshorisation, plus que de par les textes que nous signons sur la transparence fiscale. Nous devons réinventer un petit peu le modèle monégasque. Et c'est vraiment une activité qui va être complémentaire des activités en place. C'est pas, alors, si on veut expliquer cela, c'est pas les multifamily office ne vont pas venir manger une part du gâteau, mais vont venir faire grossir le gâteau. C'est-à-dire c'est une activité qui va créer, qui va alimenter l'activité des professions en place, que ce soit les avocats, les experts comptables, les banques, les sociétés de gestion. C'est vraiment, il ne faut pas voir ça comme une menace, mais comme une réelle opportunité. Christophe Robineau, bonjour. Vanessa, bonjour. Vous êtes le président de la commission de l'éducation et de la jeunesse. Peut-on tout d'abord revenir sur le projet de loi voté concernant le prêt étudiant? Écoutez, le projet, ou plutôt plus exactement la proposition, puisque c'était une initiative du Conseil national, visait à instituer un prêt étudiant pour faciliter les études de nos étudiants méritants, et notamment beaucoup d'études à l'étranger ou dans des grandes écoles qui sont des études extrêmement onéreuses. Je crois qu'il y a eu de nombreuses discussions, de nombreux échanges, et aujourd'hui je ne peux que me réjouir de mettre à disposition de toutes ces familles et tous ces étudiants un outil qui va leur permettre de mener à bien ces études dans de bonnes conditions. Je crois que tout ça est au bénéfice de la principauté, tous ces étudiants qui vont pouvoir aller étudier à l'étranger, bénéficier de ce prêt, reviendront avec dans leur bagage des diplômes prestigieux, et je crois que c'est la force et l'avenir de notre pays qui est en jeu. Un mot peut-être sur les bourses d'études. Y a-t-il des améliorations à effectuer? Alors écoutez, d'abord il faut quand même souligner la qualité et la générosité du gouvernement princier concernant les bourses d'études. C'est quand même un point très très important.
Bien évidemment, on peut toujours essayer de faire mieux. Je crois qu'aujourd'hui, le point principal, c'est la réévaluation de certaines bourses, là aussi dans le cadre d'études dans de grandes écoles ou d'études à l'étranger. Je crois qu'il est temps d'essayer de prendre en compte les frais réels de ces études. Nous en avons discuté avec la direction d'éducation, de la jeunesse et des sports. Un travail a été lancé pour recenser ces grandes écoles, recenser les diplômes et les cursus validants. Et je crois qu'à partir de là, on pourra effectivement se pencher avec des éléments concrets sur la modification du règlement des bourses et de leur attribution. Qu'en est-il du domaine du sport? Y a-t-il des progrès à réaliser? Alors je crois que le sport, c'est quelque chose qui à Monaco est extrêmement important, en témoignent les multiples associations et clubs. Aujourd'hui, je crois qu'il est important de lancer une réflexion globale sur le sport en principauté, tant sur le plan de l'éducation nationale que sur le plan des loisirs et surtout du sport de haut niveau. Je rappelle que la principauté a des athlètes prestigieux, des équipes notamment de football et de basket qui sont en pleine ascension, un Grand Prix de Formule 1 dont il n'est plus nécessaire de parler. Aujourd'hui, la difficulté que l'on a, c'est de pouvoir répondre à toutes ces demandes, organiser et faire vivre ensemble toutes ces activités. Donc je crois qu'il est temps effectivement de monter des réflexions. Le gouvernement a commencé à solliciter un certain nombre d'associations, d'organismes, le comité olympique, la direction d'éducation jeunesse et sport. Je crois que certaines de nos structures sont vieillissantes, nous manquons de structures, il est temps de se poser la question de leur remise à niveau, de la construction de nouvelles structures et surtout de leur homologation. L'homologation est importante parce qu'elle va nous permettre d'accueillir des manifestations de dimension internationale qui aujourd'hui, si on s'en tient au strict règlement, ne pourraient pas avoir lieu en principauté. Donc je crois qu'il est vraiment très très utile pour l'image de la principauté, pour son attractivité, d'arriver à trouver un juste équilibre entre les besoins de la population locale et notre besoin de pouvoir accueillir et de pouvoir faire vivre ces manifestations internationales. Justement, qu'en est-il des questions liées au sport au sein du Conseil national? Alors, la commission éducation-jeunesse, par extension, s'occupera, je pense, de ce sujet, et notamment, j'espère, pourra participer aux discussions sur le dépôt d'un futur projet de loi sur le sport, que je veux le plus ambitieux possible pour notre principauté. Et donc, nous ferons en totale collaboration avec le gouvernement les discussions et les études qui seront nécessaires. Christophe Robineau, quelles sont les questions qui préoccupent le Conseil national au sujet de la santé? Eh bien, écoutez, Vanessa, je vous remercie de poser la question. Il y a de nombreux sujets qui préoccupent le Conseil national. Ceux qui ont assisté aux dernières séances publiques ont pu constater que, notamment, nous étions préoccupés par l'avenir de la prise en charge de la dépendance en principauté. On a réclamé la création d'un fonds de réserve pour la prise en charge de la dépendance. Des travaux ont lieu avec le gouvernement, des échanges. J'espère que ce sujet va bientôt aboutir. Pour autant, nous aimerions mener une réflexion plus large, car vous le savez, la dépendance est un problème qui est de plus en plus préoccupant. De plus en plus de personnes âgées présentent des handicaps multiples, se posent la question de leur maintien à domicile, de leur institutionnalisation. Et je crois que sur ce sujet, il est important de devancer les problèmes et ne pas attendre qu'ils se posent. Donc nous allons débattre au sein du groupe santé de ces questions. Bien sûr, un sujet qui me tient à cœur et nous attendons toujours le dépôt du projet de loi sur l'information et le consentement à l'acte médical que le gouvernement est en train d'élaborer et qui actuellement poursuit le chemin administratif et notamment la vérification par les services juridiques. Enfin, je crois qu'il y a un sujet auquel je dois évidemment faire allusion, c'est le suivi du projet du nouvel hôpital qui avance bien, qui est un projet, je le redis, extrêmement ambitieux, sur lequel le gouvernement a investi énormément de moyens et qui j'espère, le plus rapidement possible verra le jour, avec, bien évidemment, pour nous, le souci de maintenir en fonctionnement l'ancien hôpital avec toutes les contraintes que cela peut poser. Mais je crois qu'aujourd'hui, la collaboration entre l'établissement hospitalier et le gouvernement fait que les choses se passent plutôt bien.
Daniel Boéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission de la culture et du patrimoine. Première question, où en est-on? Où en est la culture en principauté? Vaste question. Je voudrais rappeler que la culture, c'est un vecteur fort de l'attractivité du pays. Et en 2016, elle pèse 4,7% du budget national. Ce qui est important, mais moindre que l'année dernière. Donc, j'espère que ça nous laisse des marges de manœuvre pour 2017, et c'est en même temps un appel. Peut-on connaître justement les avancées? Alors, il y a à la fois des avancées, des statu quo et un blocage. Alors, les avancées. Les avancées, on a acté et mis en place maintenant une vision pluriannuelle de la culture. Ça veut dire que les principales institutions culturelles, étant qui sont dérogatoires, pourront glisser sur 3 ans leurs frais artistiques. Ça donnera à la fois, comment dire, un horizon, ce qui se faisait déjà, mais surtout, ça permettra une orthodoxie budgétaire. Et ça fera donc à la fois une aide magnifique pour les institutions qui pourront piloter mieux leur budget et à l'avance savoir dans le budget où en année. Qu'en est-il alors des statu quo? Alors le statu quo, c'est une situation paradoxale et je parlerai de la nuit blanche. Car la nuit blanche a été inventée l'année dernière pour être un élément complémentaire à l'attractivité. Et ce fut, le 29 avril, un vrai succès, puisque entre 2500 et 3000 personnes sont venues participer à cette nuit blanche, qui était la première donc, de Monaco. Et surtout, ça a été aussi un succès, parce que les synergies ont eu lieu entre les institutions culturelles et les événements et la nuit blanche en tant que telle. Et surtout, il y a eu un public jeune, nouveau, qui soit venu. Si j'ai un moment, je vous dirais simplement qu'à l'auditorium Régnier 3, où il y a eu 2 concerts de musique contemporaine avec vidéoprojecteur, il y a eu environ 1000 personnes qui sont venues écouter et voir cette œuvre d'art. Et puis, et c'est le statu quo, la nuit blanche apparaît être, comme Janus, un miroir à 2 faces. Le succès, dont on pouvait attendre qu'il se prolonge, le gouvernement tergiverse et fait tout pour nous mettre dans une seringue, ou se mettre lui-même dans une seringue, pour ne pas faire la nuit blanche en 2017. Or, on sait que c'est un succès depuis le mois de mai. Rien n'est fait. Et je vais vous dire pourquoi. Car les bras m'en tombent, sinon pour pleurer. Nous ne faisons pas la nuit blanche en 2017 pour une question de charge de travail. Ce n'est pas pour de l'attractivité, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché. Non, c'est une charge de travail. Je suggère que la charge de travail soit sous-traitée. Bien qu'en 2017, maintenant, nous soyons vraiment dans une seringue et que ce soit difficile. Mais au moins, préparons tout de suite 2018. Alors, qu'est-ce qui bloque selon vous? Alors, ce qui bloque, c'est presque un serpent de mer. La loi sur la préservation du patrimoine national. Elle est remise au gouvernement depuis le mois de mai 2015 et nous ne voyons toujours rien venir. Alors je sais, c'est une question très compliquée, car d'un côté, il y a les tenants de l'histoire, de l'identité monégasque qui veulent avancer, et d'autre part, les tenants de la modernité qui veulent leur barrer la route. Donc je sais que c'est un sujet délicat. D'ailleurs, on pourrait dire, comme Kafka, que c'est la rencontre de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique, et qu'au milieu, le Cap Horn, eh bien, il y a des turbulences. Donc c'est difficile. Là aussi, je lance un appel. Ce sont les générations futures que nous mettons en cause en ne prenant pas les orientations, je ne sais pas les décisions, les orientations patrimoniales maintenant. Et je rappelle, pour finir, que l'attractivité aujourd'hui, c'est l'envie de découvrir à nouveau le patrimoine, c'est de découvrir la modernité et au fond de faire partager aux touristes notre territoire
et notre mode de vie. Jean-Michel Cuqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission logement. Dans un premier temps, peut-on évoquer le dossier Grand Ida? Où en est-on aujourd'hui? Volontiers. Alors, le dossier Grand Ida, vous savez que c'est un dossier qui me tient à cœur. Et je dois vous dire avec une grande satisfaction que le gouvernement a fini par rejoindre ma commission sur la nécessité d'un remembrement d'envergure de ce quartier, qui en a bien besoin, et donc a décidé de mener une étude urbanistique de tout le quartier, avant même de rentrer sur la phase architecturale. Et nous lui avons demandé d'intégrer également une étude qui prenne en compte les tréfonds, de manière à optimiser l'espace à Monaco. Vous savez que c'est une chose qui est précieuse chez nous, par exemple pour des zones de stockage ou de fret. Donc nous sommes en attente des retours du gouvernement sur ce sujet, qui nous a rejoints, c'est l'information importante, et donc l'opération Très Grand Ida se fera. En quoi consiste la proposition de loi concernant le contrat habitation-capitalisation? Alors vous savez que la loi du contrat habitation-capitalisation a été votée en février 2009. C'est une loi qui a permis aux Monégasques, on va dire, d'accéder à une propriété aménagée dans les domaines. À l'époque, la loi avait voulu prévoir un taux fixe pour le prêt, qui était de 3%, de manière à protéger les gens, évidemment, des vicissitudes économiques. Depuis, un peu de temps est passé et on s'aperçoit qu'en réalité, les taux sont plutôt plus bas, puisque le taux Euribor est aujourd'hui autour de 1%. Nous avons donc voulu faire cette proposition de loi de manière à permettre de baisser le taux, puisque maintenant le taux sera fixé en fonction du taux Euribor et ne pourra pas, quoi qu'il arrive, dépasser les 3%. Ce qui veut dire en pratique, parce que c'est ça qui intéresse les gens, en pratique aujourd'hui quelqu'un qui paierait 300 € d'intérêt, une fois que cette proposition de loi sera transformée en projet de loi et sera votée, il ne paiera plus que 150 €. Donc c'est que bénéfice pour les compatriotes, ce qui permettra sans doute à plus de pouvoir réfléchir à contracter un contrat habitation-capitalisation. Je rappelle que dans un même esprit, nous avions déjà diminué le taux d'apport initial de 15% à 10%. Le but étant de favoriser évidemment et de permettre au plus grand nombre de compatriotes possible de pouvoir accéder à ce contrat. Dernière question, quelle est la situation du logement en principauté actuellement? Ça, c'est un vaste sujet. J'aimerais être aussi optimiste que ce que je l'avais été pour Grand Ida, et c'est un peu lié, tout est lié. Aujourd'hui, malheureusement, la situation n'est pas bonne, je dois le dire. À la dernière commission d'attribution, il y a eu 400 dossiers déposés à peu près pour 100 appartements. Même si vous sortez de ces 400 dossiers, ceux qui sont déjà logés dans les domaines, dans un appartement correspondant à leurs besoins, ça laisse encore à peu près 350 personnes, familles, dont 100 qui auraient pu être logés, donc 250 familles de compatriotes qui n'ont pas pu être logées. Évidemment, on ne peut pas s'en réjouir. C'est pour ça que nous avions demandé des opérations intermédiaires. Et là-dessus, force est de constater que le gouvernement n'a pas joué le jeu, puisque sur les 3 opérations intermédiaires que nous avions demandées, une seule aujourd'hui est réalisable, et donc il nous en doit 2. Et vous pourrez compter sur nous pendant les débats pour les obtenir. D'un autre côté, il faut avoir une vision prospective sur le logement, et donc dès à présent, et c'est pour ça, je reviens au Très Grand Ida, c'est pour ça qu'on ne peut résoudre le problème du logement si on n'a pas une vision à 15 ans. La vision à 15 ans consiste à déjà prévoir aujourd'hui les relogements futurs. Jean-Michel Cuqui, merci. Je vous en prie. Et tout de suite, découvrez la vie parlementaire. Au sommaire de cette vie parlementaire, le président du Conseil national, accompagné de Jean-Charles Alavena, a participé à la mi-septembre à la conférence européenne des présidents de Parlement
qui s'est tenue au siège de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cette réunion avait notamment pour objet d'évoquer l'interaction entre les parlements nationaux et le Conseil de l'Europe dans la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et l'état de droit en Europe. Christophe Steiner s'est réjoui à la tribune que le Conseil national puisse accueillir les 3 et 4 novembre prochains la réunion de la sous-commission de l'éducation, de la jeunesse et du sport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé son assemblée générale au Conseil national le 14 septembre dernier. Le vice-président du Conseil national, Marc Burini, et le vice-président de la Commission des finances et de l'économie, Philippe Clérici, ont accueilli les membres du Conseil d'administration de la JCE avant que débute leur réunion. Et puis le Conseil national a ouvert ses portes au public à l'occasion de la 21e journée européenne du patrimoine. Plus de 630 personnes ont ainsi pu visiter les lieux. Au programme de la découverte, la bibliothèque, les bureaux des élus, le bureau du président et la salle de réception. Et à cette occasion, dans le cadre du développement des espaces verts en milieu urbain, le Conseil national a également souhaité promouvoir l'art botanique avec une exposition temporaire de bonsaï présentée dans la verrière du hall d'entrée de l'édifice. Monsieur le Président, nous allons reprendre cette deuxième partie d'entretien en nous intéressant cette fois-ci au dossier d'actualité en détail. Mais avant, la dernière fois que nous nous sommes vus, vous aviez longuement insisté sur le fait que les relations entre la Haute Assemblée et l'exécutif ont changé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Effectivement, la dernière fois, je vous avais expliqué que je souhaitais mettre en place des nouvelles méthodes de travail, qui ont été mises en place au sein de l'Assemblée, et des nouvelles méthodes de travail qui ont également été mises en place avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après discussion avec le ministre d'État et son accord, nous avons un accès beaucoup plus direct avec les conseillers du gouvernement, avec la DAGE, la Direction des Affaires Juridiques, qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite sur les textes de loi et d'éviter de se perdre dans les méandres. Donc dans ce climat propice, quelle est votre méthode de travail ? C'est tout simplement une délégation complète aux présidents de commission qui mènent les textes. Nous avons une réunion par semaine avec les présidents de commission où nous faisons le point avec les juristes du Conseil national et l'ensemble des permanents qui sont impliqués. Je dois saluer d'ailleurs parce que je dois les remercier du travail très important qu'ils font. Et nous discutons, nous voyons le plan, nous relançons le gouvernement quand il y a le dé de relance qui doivent se faire, où nous avons des rencontres avec les personnes de l'exécutif concernées pour pouvoir faire avancer les dossiers au mieux des intérêts de la principauté. Ouvrant un volet travaux, le Conseil national demande un phasage plus précis des différents chantiers en principauté. Pourquoi une telle demande? Est-ce que vous pensez que ça peut réellement améliorer la qualité de vie en principauté? Mais vous n'êtes pas la seule, et je pense que tout le monde doit le reconnaître, que la quantité de travaux simultanés sur la principauté nuit quand même à la qualité de vie. Nous avons un président de l'environnement qui est en la personne de Jean-Louis Grindard, qui fait très bien son travail, et nous avons remarqué effectivement lors de nos discussions en commission de président, lors des réunions de commission de président, que cette accumulation au même moment de tous les travaux nuit à la qualité de vie de tout un chacun. Donc, que ce soit les gens qui viennent travailler, qui se retrouvent bouchés dans l'embouteillage, que ce soit les monégasques, que ce soit également sur la santé. Donc nous avons proposé au gouvernement, et nous avons obtenu l'accord du ministre d'État, d'organiser au plus tôt, donc je pense que ce sera après les séances budgétaires, une réunion CPE qui réunira l'ensemble des conseillers nationaux, et nous étudierons les possibilités d'échelonnement des différents travaux qui sont en cours. Et l'un des plus grands projets du moment, c'est bien évidemment l'extension en mer. Vous souhaitez apporter quelques précisions quant aux futurs travaux du Larvoto qui vont de pair finalement Voilà, avec l'extension en mer. Sur l'extension en mer, je tiens quand même à rappeler qu'au départ, il n'y avait rien de prévu pour les monégasques, pour la population monégasque. Et comme nous en avions discuté la dernière fois, nous avions décidé, avec l'ensemble, avec les élus du Conseil national, de voir avec le gouvernement la possibilité d'obtenir une rénovation complète du Larvoto. Je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Avec les contacts avec les promoteurs et autres, nous avons obtenu
que le Larvoto soit complètement refait par le même architecte que l'extension en mer, donc qui est Renzo Piano, et nous avons obtenu également que le Conseil national soit associé dans la présentation des projets et l'évolution de cette reconstruction. Je voudrais quand même préciser une chose. Vous savez que le budget rectificatif ne porte que sur des lignes rectifiées, donc c'est-à-dire des lignes qui ont été modifiées par rapport au budget primitif. Mais il arrive parfois que, vous savez, c'est un peu comme dans le film « Devine qui vient dîner ce soir », il y a des sujets qui s'invitent naturellement de par les choses sur la table. En ce moment, nous avons des discussions, nous allons parler avec le gouvernement sur les travaux du parking des Spélugues. Comme vous le savez, le parking des Spélugues, qui doit se faire dans l'avenue des Spélugues où il y a tous les arbres et les jardins, avait été obtenu du Conseil national en échange de la loi de désaffectation de la SBM pour qu'elle puisse faire ses travaux et manger, entre guillemets, une partie de la route. Or, il se trouve que des informations complémentaires modifient le projet, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup d'arbres qui devraient être abattus. Donc nous avons demandé au gouvernement des études complémentaires pour assurer, un, qu'il n'y ait pas de nuisance au point de vue de circulation, deux, la préservation des arbres, et troisième point, des compensations qui se sont invitées à la dernière minute pour la SBM dans les débats. Alors après avoir évoqué les affaires internes, j'imagine que vous êtes particulièrement attentif aux discussions qui se sont ouvertes entre la Principauté et l'Union européenne. Tout à fait. Vous savez que les questions européennes, je commence à en avoir un petit peu l'habitude, puisque j'avais participé à l'époque, c'était mon premier mandat, aux négociations avec la négociation sur la demande de Monaco d'adhérer au Conseil de l'Europe. Donc le système est à peu près similaire. Si vous voulez, la seule différence, c'est qu'à cette époque-là, le Conseil national était obligatoirement consulté, puisqu'il y avait la présence du Conseil national dans l'Assemblée parlementaire. L'adhésion de Monaco à l'Assemblée au Conseil de l'Europe impliquait l'adhésion également du Conseil national, puisqu'il siège à l'Assemblée parlementaire. Dans le cadre des négociations avec l'Union européenne, qui, je dois le rappeler, ne sont pas des négociations pour que Monaco rentre dans l'Union européenne, mais qui sont des négociations qui visent à des accords cadres pour faciliter la vente de certains produits ou de nos industries ou de services. Le Conseil national, lui, n'a rien à dire. C'est une prérogative purement qui appartient à l'exécutif et sur lequel le Conseil national, ce que nous faisons et ce que nous tenons à préciser, tient à veiller à ce que la priorité nationale telle que définie par la Constitution soit respectée. D'ailleurs, nous avons reçu récemment les professions réglementées lundi dernier. Et suite à cette réunion, je suis en train de préparer un courrier pour que nous puissions nous voir régulièrement. Nous pensons qu'une rencontre entre les professions réglementées et les élus bimensuelle ou trimestrielle pourrait avoir lieu pour voir effectivement quels sont les problèmes de chacun, comment on peut défendre au mieux les intérêts de chaque profession et avancer sereinement dans ce sujet, c'est-à-dire sans faire un ramdam impossible et crier au loup avant qu'il soit rentré dans la bergerie. C'est vrai que j'allais justement y venir à la priorité nationale. Beaucoup d'interrogations par rapport à la population monégasque sur la priorité nationale. Je crois que le débat sur l'Union européenne, il suffit de regarder ce qui se passe à l'international. Chaque pays, maintenant, on voit, on appelle au référendum sur l'Union européenne. Ce n'est pas mon rôle d'intervenir ou de donner mon avis sur ce qui se passe. D'ailleurs, j'estime à titre personnel que les représentants nationaux ou même exécutifs n'ont pas d'avis à donner dans la presse ou autre sur ce qui se passe dans les élections dans un autre pays. Je veux dire, je pense qu'il y a chacun a suffisamment à faire chez lui sans vouloir s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la priorité nationale, comme je vous le dis, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons mis en place une cellule, et ça depuis 2013, une cellule de la priorité nationale qui est animée par Albert Croesi, qui reçoit les gens et qui essaye de solutionner les problèmes au mieux des possibilités. Il est certain qu'on ne peut pas résoudre tous les cas. Ça, je veux dire, c'est quelque chose, on n'est pas Dieu. On fait ce qu'on peut et jamais on ne fera des promesses qu'on ne pourra pas tenir. En ce qui concerne la priorité nationale, on essaie d'avancer, on essaie d'assurer les professions réglementées et autres qu'effectivement
Nous sommes là et nous veillerons à ce que l'intérêt national garanti par la Constitution soit préservé. Et je tiens aussi à vous dire que là-dessus, nous serons fermes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir accordé à nouveau cet entretien ici. C'est un plaisir à chaque fois. Et je vous rappelle que les 3, 4 et 10 octobre prochains auront lieu l'examen et le vote du budget rectificatif à suivre en direct et en intégralité sur Monaco Info. Merci de nous avoir suivis.